Hey hop mes petits feufolets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et j'ai comme qui dirait le cœur en fête, car en effet nous venons de passer la barre symbolique des 1000 feufolets sur cette chaîne et c'est énorme. C'est... voilà, je sais pas quoi dire parce qu'en fait tout simplement je suis super ému, surexcité en même temps. C'est un mélange de plusieurs émotions comme ça et c'est cool parce que je sais pas comment vous remercier en fait, parce que vous êtes une communauté qui est tout à fait en or, hein, qui est géniale, qui m'a soutenu dans tous les moments, hein, que ce soit les moments où j'ai eu mes longues absences de plus de 3 mois de page blanche quand même, à celles et ceux qui me soutiennent depuis le début non-stop, et c'est pour ça voilà, je ne savais pas comment vous remercier, je sais pas quoi dire à part que ouais, voilà, vous êtes quand même 1000 actuellement sur cette chaîne, c'est pas rien, c'est un tournant symbolique, hein, pour n'importe quelle chaîne de passer le cap des 1000 abonnés, donc c'est vrai que voilà, il fallait que je le dise quand même, il fallait que je le souligne. Et surtout, je tiens à dire aussi que je vous avais promis quelque chose depuis le début de cette chaîne, il me semble. Alors non, pas les reportages paranormaux, pas de suite, le budget n'étant toujours pas là, c'est un peu compliqué d'avoir tout le matos en temps et en heure, sans compter qu'avec la Covid ou le Covid, vous appelez ça comme vous voulez, on est un peu limité sur tout ce qu'on peut faire en champ d'action. Donc pour l'instant les reportages paranormaux, non, voilà, je peux pas. Mais c'est toujours d'actualité. Non, je vous avais promis une autre surprise. Une surprise eh bien, que vous verrez en fin de vidéo, voilà, tout simplement, pour vous annoncer quelle sera cette surprise. Sur ce, je vais vous laisser donc avec cette super creepypasta. Au passage, je fais un gros big up, et vraiment un très gros big up à certaines personnes qui m'ont un peu plus soutenu, on va dire, vraiment, qui étaient là pour les meilleurs moments comme les pires moments. Et un gros big up à vous, vous vous reconnaîtrez. Et sur ce, je vous laisse avec cette petite creepypasta, et encore une fois, on est 1000 feufolets sur cette chaîne. Je vous en remercie du fond du cœur, vraiment. Lors de mon voyage au Japon, j'ai eu la chance de visiter de nombreux lieux à proximité du mont Fuji, mais également des lieux historiques, comme celui où a vécu Jules Brunet. Qui est cet homme? Vous le connaissez sans le connaître, il a inspiré un film très apprécié. Jules Brunet est né le 2 janvier 1838 à Belfort et mort le 12 août 1911 à Fontenay-sous-Bois. C'est un général de division française dont le point culminant de la carrière est son activité lors d'une mission d'instruction au Japon. En effet, suite aux difficultés du shogun qui conservait encore pour un temps le pouvoir politique, cet instructeur d'artillerie venu moderniser son armée de samouraïs se joignit ensuite à ses troupes contre le nouveau pouvoir impérial japonais. Entré en Polytechnique en 1857, il fait l'école d'application de l'artillerie et du génie, et intègre le 3e régiment d'artillerie, d'où il en sort brillamment en 1861 classé 4e de sa promotion. Brunet commence alors sa carrière militaire dans l'expédition mexicaine chère à Napoléon III. À son retour, il reçut la Légion d'honneur, en récompense de ses brillantes qualités militaires. Il est ensuite affecté au régiment d'artillerie de la garde impériale. En 1864, alors lieutenant, il entre au régiment d'artillerie à cheval de la garde impériale. Début novembre 1866, il fait partie de la mission envoyée au Japon, sous les ordres du capitaine Jules Chanoine, et qui arrive à Yokohama, début janvier, afin d'instruire l'armée du shogun Yoshinobu Tokugawa. Ça, c'est pour le petit côté historique. La suite, bien entendu, vous la connaissez tous et toutes. Il s'est battu aux côtés des samouraïs en étant devenu un lui-même. Là où le film Le Dernier Samouraï a un peu exagéré avec le côté américain, Jules Brunet est en réalité un Français. Cependant, derrière cette belle histoire, j'ai appris au cours de mes pérégrinations qu'il y avait eu un autre samouraï. Si Brunet en était le dernier, alors celui-ci, en étant un ancien samouraï, s'est retrouvé à trahir les siens. On le surnommait alors le Murasaki no Katana. Littéralement, le katana pourpre. Ce samouraï, dont le vrai nom fut oublié par Damnatio Memoriae, c'est-à-dire effacer librement quelqu'un de l'histoire, des archives, etc. post-mortem, son surnom, lui, ne fut cependant jamais oublié, voire effacé pour quelque raison que ce soit.
Du peu de rumeurs que j'ai pu glaner par-ci par-là, circulant sur cet individu, on sait qu'il faisait partie intégrante du groupe de samouraïs d'élite du Japon, sous l'égide du shogun Yoshinobu Tokugawa. Un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il rêvait, selon ses dires, de devenir un Bouddha, un peu comme le roi singe Goku dans la mythologie chinoise, mais si ce n'était que ça. Certains pensaient alors que très attaché aux coutumes japonaises et ne souhaitant pas la fin du Japon, il soit devenu fou, de par son obsession à devenir un Bouddha de la guerre, tout comme Goku, mais aussi pour défendre le Japon de la tyrannie du nouveau régime impérial. D'autres ont alors pensé que tuer a fini par le rendre fou, au point de développer un plaisir sadique à tuer, même ceux de son propre camp de rebelles. Je sais ce que vous vous dites. Un Bouddha? Mais Bouddha est pacifiste. Dans la mythologie chinoise, Goku avait été transformé en statue de pierre, avant d'être libéré pour X ou X raisons, et finir par devenir un Bouddha de la guerre. C'est un petit peu ce que recherchait Murasaki no Katana. Bien qu'il eut connaissance assez rapidement de l'expédition de Jules Brunet, il n'en était pas moins déjà trop tard, selon les dires. Un personnage historique si intéressant et dont il reste si peu, en premier abord. Dans le folklore japonais, il existe de nombreux esprits, démons, créatures, et j'en passe. Par exemple, les Yurei, l'équivalent de nos esprits vengeurs, les Yokai, des créatures emblématiques paranormales, toutes plus spécifiques les unes que les autres, les Kappa, qui ont inspiré les Koopas de Mario, des tortues humanoïdes à tête creuse remplies d'eau, de pouvoirs surnaturels et affectionnant tout particulièrement les concombres. Et enfin, les Oni, des démons à l'état pur version japonaise dotés d'une force physique incroyable. Oh, bien sûr, je n'ai pas oublié de citer les Kaiju, ces créatures telles que Godzilla, mais le folklore japonais est extrêmement riche. Il existait aussi des forgerons de renommée presque mythologique, deux clans. Le clan Masamune, forgeant les plus belles lames et armures du Japon à partir du vieux fer, et le clan Muramasa, tout aussi prestigieux mais dont les armes ont acquis une triste réputation, celle d'être maudites, voire malfaisantes. On dit de ces armes qu'elles doivent absolument tuer leur cible. Si tel n'était pas le cas, elles se retourneraient alors contre leur propriétaire, étanchant leur soif de sang par la mort de celui-ci, ou les poussant au suicide par exemple, ou bien encore les blessant d'une quelconque façon que ce soit. Bref, ceci étant dit, quand je suis rentré, je possédais bien plus de questions que de réponses. Un presque héros, un personnage historique devenu sanguinaire et fou et dont on a peu de traces, si ce n'est qu'il fut abattu par les samouraïs lors de la guerre contre l'Empire car jugé trop puissant et dangereux pour l'Empire tout comme pour son clan, qu'il avait trahi. Seulement, trouver des preuves ou des archives de quelqu'un qui n'existe pas revient à chercher des aiguilles dans une meule de foin. Cependant, avant de quitter le Japon, j'ai pu visiter et acquérir dans une vieille boutique d'antiquités un ensemble d'antiquités japonaises fort intéressant et pour une bouchée de pain car sans doute le vendeur peu scrupuleux voulait se débarrasser de bibelots, pourtant historiques après analyse. Il ne savait plus trop comment il avait acquéri ces objets, ces deux articles en particulier. Et il ne savait que peu de choses sur ces articles tout court en fait. Un vieux katana et une armure de samouraï effrayante. D'ailleurs, j'étais comme obsédé par elle. Elle avait ce je ne sais quoi d'attirant, comme pas mal de mes vieilles armures et armes de collection. À mon retour en France, pourquoi ne pas envoyer ça dans un musée? Tout simplement car j'y tiens, et c'est une chance de pouvoir acquérir ce genre d'objet, plus ou moins légalement. Surtout quand on a la chance entre guillemets de tomber sur des vendeurs ne se souciant que peu de leur propre histoire ou cherchant juste à faire de l'argent. Depuis quelques jours, je ne me sens plus très à l'aise chez moi. Déjà, j'ai le sommeil agité. Parfois, je me réveille en pleine nuit, m'assois sur mon lit et fixe l'obscurité devant moi quelques secondes avant de reprendre mes esprits et je me recouche sans pour autant me rendormir. Je me suis même taillé sans faire exprès. Pfiou, c'était pas trop profond. Je pense même avoir mis un peu trop de cœur à l'ouvrage ou être un petit peu trop passionné par cette histoire, car quand je retrouvais le sommeil, je pensais entendre comme un bruit de rivière au loin, sous le bruissement de feuilles. Ça a l'air apaisant dit comme ça,
mais ce que je ressentais, c'était comme une panique très profonde m'envahir. Puis je me réveillais en sursaut. À partir de là, j'ai donc décidé de tenir un journal de quand ces rêves récurrents m'arrivaient et de ce que je faisais, en général, pour lutter contre l'insomnie. 17 juin, 20h21. Je me sens menacé sans savoir pourquoi. Je regarde autour de moi, mais rien. Cependant, quand ces sensations d'insomnie post-terreur nocturne veulent m'envahir, je me dirige vers ma collection et mon atelier, et j'étudie ou réétudie mes objets de collection, si chers à mon cœur. L'armure effrayante et le katana, je n'arrive pas à déchiffrer leur inscription. 19 juin, 1h45. C'est en sursaut que je me réveille. Ce rêve, il était si étrange, et cette silhouette dans la maison. Elle était maquillée, pâle, me fixant au lointain pour me dire ça. Retour à l'atelier, le temps de traduire ce mot. Il reprendra son dû. 19 juin, 3h30. J'ai enfin traduit l'inscription sur l'armure. C'est le forgeron qui a créé volontairement effrayante. Mais elle est signée Masamune. Sa valeur vient juste de se démultiplier. Waouh, c'est génial. 20 juin, 14h30. En pleine sieste cette fois. Retour au bureau pour traduire la phrase que cette femme semblant plus proche vient de me dire. Esselé. Je suis cependant ressorti en furie. J'ai entendu de la vaisselle se briser chez moi. Un cambrioleur ? J'ai verrouillé mon atelier à double tour et me suis mis à fouiller toute la maison. Mais rien. Aucune trace d'effraction. Juste une assiette brisée. Étalée sur le sol. Je devrais vraiment me reposer. Je deviens fou, c'est sûr. Les choses ne font que s'empirer de jour en jour ces derniers temps. J'ai cru même apercevoir quelque chose du coin de l'œil. Est-ce ce rêve étrange ou ce cauchemar qui a fini par me donner ce genre de truc, de situation embarrassante? 22 juin, 15h30. J'ai encore très mal dormi, mais j'ai réussi à dormir. Les phénomènes étranges dans ma maison sont bel et bien confirmés. Je crois que je suis hanté. Cependant, le plus troublant c'est ce rêve. Mis bout à bout, tous les mots, toutes les phrases que j'ai entendues m'ont permis de décrypter un genre de poème. Le voici. Kare wa kare no oto irudaru. Itori ni naru senso no ikari to ikari. Shen no shitai to tomoni. Shiwa sore o ubataga sore o kaeta. Kare no meyo o akudatsu sareta Murasaki no katana. Sono kokina tamashi. Oyogosu kare no katana muramasa. Oku no kurushimi o uke jibunjitsin to mikyo. Koto dekizutsuita. Itori ni naru kare no meyo o akudatsu sareta. Il reprendra son dû. Esselé, la fureur et la rage de la guerre, dans son sillage aux 1000 cadavres. La mort ne le prit, mais le changea, déchu de son honneur. Katana pourpre. Son katana, Muramasa, souillant sa noble âme meurtrie, de n'avoir tant souffert et affronté les siens. Esselé, déchu de son honneur. 26 juin, 22h30. Pas la peine de me coucher. Je ne peux plus fuir. Les phénomènes paranormaux sont de plus en plus... Enfin, ils n'ont fait que s'amplifier, et maintenant ils deviennent violents. J'ai vu une armoire, pourtant très lourde, se faire projeter très vite et très loin, se brisant sur le coup. J'ai peur. Je me cache dans mon atelier car il a une porte fortifiée. La porte blindée est entourée de béton armé, mais j'entends comme des bruits de pas, et d'horribles chuchotements. Le katana? Ah oui, c'est vrai, je vous en avais parlé. Le katana, je l'ai traduit, c'est un Muramasa. Le pire, c'est que je me suis encore retaillé dessus, mais ça, c'est rien. Cette fois, c'est un peu plus profond, mais j'avais ce qu'il fallait dans l'atelier pour me soigner. Je crois que... Enfin, j'ai pas eu de chance. Je crois que je suis tombé sur son armure et son katana. Et... Il est revenu,
plutôt... non sous la forme d'un Yurei, mais sous la forme d'un Oni. Un démon samouraï sanguinaire assoiffé de sang. Un meurtrier, doté d'une force monstrueuse. Mais que puis-je faire contre ça? Je ne peux plus fuir. Je me dépêche, il tambourine à la porte, mais... J'enfile son armure et je prends son katana. Mais, est-ce que... Enfin, que puis-je faire d'autre? Il risquera pas de briser la porte, si? De toute façon, il est venu récupérer son dû.